Donc bienvenue ici pour notre 4e épisode des web-séries carrées. Donc les web-séries carrées, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série de conférences en ligne d'1 heure, donc pour essayer de tout savoir, en tout cas toutes les choses importantes à savoir sur un sujet. Donc aujourd'hui, on est là pour parler carbone et surtout essayer de décrypter toutes les méthodes pour stocker du carbone et aussi les différents marchés auxquels vous pouvez avoir accès en tant qu'agriculteur. Il existe 3 autres épisodes donc sur notre chaîne YouTube, donc qui s'appelle Groupe Carré. Donc vous pouvez retrouver l'épisode de limiter l'impact des stress hydriques dans un contexte de changement climatique qu'on avait fait en lien avec le groupe l'allemand. Ensuite, on en a fait un avec une start-up qui s'appelle Alui sur un capteur qui s'appelle Igo. Donc l'objectif, c'était d'améliorer l'efficacité de vos pulvérisations et on vous présente l'outil Igo, comment il fonctionne. Et pour finir, on en avait fait un en lien avec la Chambre d'agriculture pour décrypter les dernières évolutions de la PAC 2023. Avant de démarrer, un petit mot pour vous présenter la ferme pilote. Donc déjà, qui on est? Donc on est une équipe de 4 personnes. Donc il y a David Vandenberg qui s'occupe de tout ce qui est expérimentation. Ensuite, on a un autre David qui lui est notre référent technique et agronomique. Ensuite, moi, je suis responsable de l'animation et des formations. Et pour finir, on a Philippe qui sera aujourd'hui notre intervenant et qui est le directeur de la ferme pilote. On a également un apprenti qui nous a rejoint au début de l'année scolaire pour intervenir dans un programme qui s'appelle Sol Vivant pour justement aider les agriculteurs et le groupe Nestlé dans tout ce qui est carbone et agriculture régénérative. Donc on a différents axes de travail à la ferme pilote. Donc le premier, tout ce qui va être autour de l'expérimentation, la recherche et le développement et l'innovation en agriculture. Le deuxième pilier, c'est vraiment les groupes de développement agriculteurs. Donc c'est tout ce qui est comment on transmet l'information et comment est-ce qu'on forme les agriculteurs sur tous nos sujets. Donc ça passe par les webinaires comme aujourd'hui, des carrés performance. Donc celle-là, c'est des demi-journées avec action terrain où on vous fait venir soit à la ferme pilote, soit en délocalisé. Et pour finir, des journées complètes dédiées vraiment à la formation. Et pour finir, on a un axe aussi de pédagogie et de communication auprès notamment des écoles du milieu agricole. Donc la ferme pilote, en résumé, donc c'est 190 hectares de culture régionale sur laquelle sont implantés en général une trentaine d'hectares d'expérimentation. Chaque année, on forme entre 150 et 200 agriculteurs. Il y a en général une quarantaine d'essais sur des thématiques innovantes. 12 partenaires de recherche et fournisseurs qui nous aident dans tous nos protocoles d'expérimentation, à nous faire découvrir des nouveaux produits, des nouveaux outils, des nouvelles réflexions. 18 sessions carré performance et formation. Et ensuite, on utilise régulièrement 7 techniques de lutte alternative et raisonnée sur la ferme. Merci Maude pour cette introduction. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc Philippe Touchet, directeur innovation au groupe Carré, et puis animateur de cette équipe très performante avec laquelle on mène un grand nombre d'actions. Aujourd'hui, je vous parle, donc c'est moi qui prends la responsabilité de ce webinaire carbone. Je vous en parle parce que dans mon parcours, j'ai démarré en fait ma carrière il y a presque une vingtaine d'années. J'ai le temps qui grisonne un peu. Sur ce sujet, moi j'ai démarré sur les bilans carbone qui s'appelaient à la base des bilans planète. On appelait ça énergie, gaz à effet de serre. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur ce sujet, jusque dans les instances nationales, dans le réseau Chambre d'agriculture, sur les sujets énergie et climat. Donc depuis 10 ans, je suis passé sur d'autres sujets, mais ça reste un élément important qui a structuré une partie de ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, je prends un petit peu de recul et je me suis replongé dans le sujet avec différents travaux qu'on mène depuis 1 an pour vous proposer un certain décryptage. Donc la présentation aujourd'hui sera vraiment axée sur bien comprendre et bien compter ce sujet gaz à effet de serre et crédit carbone, avec le plan suivant. Donc vous réexpliquer le rôle central de l'agriculture dans le défi climatique, les bilans gaz à effet de serre en agriculture. On essaiera de comprendre ensemble où se cachent les tonnes de carbone. Ensuite, on passera sur les marchés du carbone, sur comment s'y retrouver entre les méthodes, les certifications, les acteurs. C'est vrai que depuis quelques années, ça foisonne. Et pour terminer, quelques points à retenir si vous souhaitez avancer sur ce sujet. Tout ça en 3 quarts d'heure. Alors,
le climat, c'est un enjeu multi-échelle. Rappelez qu'à l'échelle locale, c'est-à-dire chez nous, en Hauts-de-France, le changement climatique, c'est concret, puisque depuis 1955, depuis près de 60 ans, on gagne en moyenne 0,3 degrés tous les 10 ans. Vous faites le calcul, depuis 60 ans, on a en moyenne pris 1,8 degré. Donc c'est très significatif. Et la température moyenne n'est qu'un des indicateurs, puisque ça joue sur énormément de facteurs, évolution des régimes de précipitation, état de sécheresse des sols, gestion des aléas, etc., comme on l'a connu encore ces dernières années. Local sur les impacts et international sur les engagements et les politiques publiques. Le schéma que vous avez à côté, c'est pour vous rappeler que les engagements qui sont pris, par exemple, au niveau des conférences des parties sur le climat, et notamment celle qui a eu lieu à Paris, la fameuse COP 21, où tous les acteurs internationaux ont pris des engagements pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré, se déclinent ensuite dans toutes les politiques qui sont engagées aux différentes échelles. Donc ça se retrouve sur un pacte vert européen qui fait évoluer très fortement la stratégie agricole, la fameuse Farm to Fork. Ça se retrouve dans une stratégie nationale qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, on y reviendra. Ça se décline à l'échelle régionale avec des schémas de planification et jusque dans les règles locales, demain sur l'urbanisme, sur la gestion des bâtiments, de l'agriculture, etc. Alors, ce qui a changé, là, depuis que moi j'ai démarré ma carrière, il y a une dizaine d'années, les agriculteurs étaient beaucoup préoccupés par le côté l'agriculture est un problème. C'était souvent mis en avant que l'agriculture représentait un quart des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et cherchaient à valoriser leurs efforts. Donc, cherchaient à aller sur les crédits carbone. Et aujourd'hui, ça a changé, notamment depuis 2015, parce qu'on a mis en avant le rôle particulier de l'agriculture et de la forêt, mais en particulier du secteur agricole, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc là, on va en reparler après, la réduction des émissions nettes avec le stockage de carbone dans les sols, avec l'initiative 4 pour 1000. Je vous expliquerai d'où vient ce ratio. Et donc, aujourd'hui, l'agriculteur est bien sûr un sujet sur les émissions, mais un sujet très important sur la séquestration du carbone. Pourquoi c'est important? Parce que donc le changement climatique, pour limiter les hausses de température, pour que l'avenir de la planète soit vivable pour l'homme demain, il faut réduire drastiquement les émissions et arriver, si possible, à une empreinte carbone neutre en carbone, c'est-à-dire que l'ensemble des émissions réduites au niveau des activités humaines soient compensées par des absorptions qu'on peut faire. L'absorption de carbone, elle peut se faire par deux voies. Elle peut se faire par les écosystèmes, les forêts et les sols agricoles. Elle peut se faire aussi par certains procédés industriels qu'on appelle des captures et du stockage du carbone, mais qui sont encore à l'état de prototypes et très coûteux. Donc, on ne table pas beaucoup sur ce type de schéma pour atteindre la neutralité carbone à différentes échelles. En France, la neutralité carbone, c'est un engagement de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 50 par rapport au niveau de 1990 et d'augmenter progressivement les puits de carbone, donc la capacité de stockage par les forêts et les différents sols forestiers et agricoles. Alors justement, ce stockage du carbone, pour rentrer dans quelques ordres de grandeur, ici vous avez l'estimation du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres du sol pour différents milieux. Celui qui est le plus important, c'est celui de la forêt, où on estime qu'on a environ 80 tonnes de carbone à l'hectare, et également dans les prairies. Et c'est pour cela aussi qu'elles sont autant préservées dans les politiques publiques. Dans les vergers et les cultures, on est en moyenne à 50 tonnes de carbone à l'hectare. Et en fait, l'initiative 4 pour 1000, elle a eu pour objectif de montrer que si on augmentait de 0,4% le stock de carbone dans les sols à l'échelle mondiale dans les 30 à 40 premiers centimètres du sol, on pouvait compenser une bonne partie des émissions anthropiques. Alors, 0,4% ou 4 pour 1000, ça paraît peu. Par contre, quand vous faites votre calcul, 50 tonnes de carbone multiplié par 0,4%, c'est 0,2 tonnes de carbone à l'hectare. Et 0,2 tonnes de carbone à l'hectare, pour un agriculteur, c'est pas si évident. C'est quand même une augmentation significative à maintenir sur la durée. On en reparlera tout à l'heure.
Donc le carbone vert va-t-il nous sauver? C'est une question qu'on se pose. En tout cas, on sait que c'est la porte la plus importante pour engager une économie vraiment bas carbone. La stratégie nationale bas carbone, SNBC, a fixé des objectifs de réduction pour chacun des secteurs et elle les a temporalisés, c'est ce qu'on appelle des budgets carbone, qui sont à respecter sur des périodes de 5 ans avec une planification à 10 ans. Et donc là, vous voyez que en France, le secteur agricole représentait un petit peu moins de 100 millions de tonnes équivalent CO2. C'est grosso modo 20% de l'ensemble des émissions à l'échelle nationale. Il y a une réduction progressive des émissions depuis les années 90. Et là, vous voyez bien la tendance de la courbe où il est demandé au secteur agricole de réduire progressivement de 10-15% pour atteindre jusqu'à un facteur 2 à l'échéance 2050 la réduction de ses émissions. Rappelez-vous, à l'échelle globale, facteur 6, facteur 2 pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que le secteur agricole, on le verra, c'est beaucoup plus compliqué d'agir sur la réduction des gaz à effet de serre. Mais un facteur 2 pour l'agriculture, c'est très engageant par rapport au changement que ça impose derrière. Donc, enjeu important sur la réduction des gaz à effet de serre, capacité de séquestration importante dans les sols agricoles, en tout cas un potentiel pour compenser les émissions des autres secteurs. Rentrons dans le vif du sujet. On ne va pas décrypter ce schéma, c'est juste illustratif, et on essaiera de savoir où se cachent les tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 dans le secteur agricole. Alors l'agriculture a cette spécificité par rapport à d'autres secteurs que la majorité des émissions ne sont pas des émissions de CO2. On a 3 gaz, on a le CH4, le méthane, qui représente en moyenne, en tout cas en France, 45% des émissions. Ça provient de la fermentation des animaux d'élevage et de la gestion des effluents. La spécificité du gaz carbonique dans la comptabilité carbone, c'est que on parle de PRG, pouvoir de réchauffement global, pour ramener l'ensemble des gaz à effet de serre à l'équivalent du CO2 qui a été, comme c'est un des gaz les plus importants, défini en référence. Donc en gros, 1 kg de méthane émis équivaut à 25 à 28 kg d'équivalent CO2. Je vous ai mis les deux chiffres puisque la comptabilité carbone évolue avec le temps. Donc il y a quelques années, c'était 25. L'évolution des connaissances scientifiques ont fait que maintenant, on est à 28 équivalents kilos de CO2 pour 1 kg de méthane. Spécificité du méthane, cycle dans l'atmosphère court, 12 ans. Donc en fait, c'est un des gaz à effet de serre qui est très regardé parce que si on veut agir à court terme, c'est sur ces gaz à effet de serre qu'on va apporter le plus d'attention. Deuxième gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, N2O, qui représente un peu plus de 40% du bilan des émissions à l'échelle française. Pouvoir de réchauffement global, 265, enfin un petit peu moins de 300, donc beaucoup plus impactant. Cycle de vie 120 ans, donc il est à peu près équivalent à celui du CO2, il reste plus longtemps dans l'atmosphère. On verra d'où il vient sur principalement le cycle de l'azote. Et bien sûr, le CO2, donc c'est PRG1, puisque c'est lui la référence, cycle de vie de 100 ans, principalement sur l'utilisation des carburants, et on le transcrit dans l'équivalent du stockage du carbone. Dans la présentation, je vous ai mis en haut de chaque diapo les partenaires ou les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour les différents schémas. On a bossé avec pas mal de monde et puis il y a beaucoup d'organismes qui travaillent sur le sujet. Donc ça, c'est un schéma que j'ai retravaillé avec l'appui d'Agrotransfert. Donc l'agriculture, c'est pas comme à l'usine. On vient de voir que les gaz à effet de serre sont différents. Dans les autres secteurs d'activité, on est très majoritairement avec le CO2. Chez nous, c'est très minoritaire. Et ensuite, on est sur des émissions diffuses. On n'a pas de cheminée pour compter très facilement les tonnes de carbone qui sont émises. Donc, pour faire des bilans carbone en agriculture, on utilise des équations, des évaluations, des estimations. Donc là, vous avez le bilan carbone reconstitué de la ferme France en moyenne, avec ce qu'on appelle des émissions directes, donc qui se font au champ, et les émissions indirectes, qui sont sur la fabrication des intrants en amont de leur utilisation sur l'exploitation agricole. Retenez que les émissions directes en agriculture, c'est grosso modo 80%, et que les émissions indirectes représentent 20%. On retrouve principalement du CO2, mais on retrouve aussi un peu de protoxyde d'azote dans la fabrication des engrais azotés. Donc, ce qu'on appelle le bilan gaz à effet de serre en agriculture, c'est d'estimer ou de quantifier les flux des différents gaz à effet de serre en émissions, le protoxyde d'azote, le méthane et le CO2,
Ça, c'est ce qu'on appelle le bilan brut, et en retirant la capacité de séquestration de carbone que l'on peut faire dans le sol. En retirant ou en ajoutant, puisqu'on verra qu'un système agricole n'est pas forcément stockeur de carbone, et que dans certains cas, on peut rajouter du déstockage de carbone sur le bilan. Dans le bilan, il faut définir le périmètre amont-aval. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, dans les bilans gaz à effet de serre en agriculture, on intègre les émissions en amont, ce qu'on appelle les émissions indirectes sur la fabrication des intrants et du matériel. On peut intégrer certaines émissions à l'aval, par exemple la réduction des émissions pour le séchage des productions végétales. Par contre, ne sont pas intégrés l'équivalent de stockage de carbone qu'on peut avoir dans la valorisation de biomasse pour les matériaux. De même, n'est pas intégré la valorisation ou les réductions d'émissions qu'on peut avoir quand on substitue de l'énergie fossile par de la biomasse énergie, par exemple pour la production de méthanisation ou de bois énergie. Alors, si on revient sur les principaux gaz à effet de serre, on a dit que c'était le méthane qui est principalement issu de l'élevage. Le principal, vous l'avez vu sur le graphique, c'est la fermentation entérique, c'est la capacité des ruminants à dégrader par le rumen la cellulose et à le valoriser en protéines et en lait. En moyenne, une vache laitière émet 117 kg de méthane par an, ce qui fait 2,9 tonnes, presque 3 tonnes d'équivalent CO2 à l'année. Alors, on a plusieurs leviers pour agir sur ce sujet. On peut par exemple raccourcir l'âge au vélage pour optimiser le troupeau productif, c'est-à-dire à quantité de lait équivalente, avoir un petit peu moins d'animaux associés à la production. On a aussi une partie des émissions qui viennent sur la gestion des effluents et en captant ces émissions ou en les transformant en biogaz, on peut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre sur les effluents. La méthanisation est un des leviers très importants pour améliorer le bilan gaz à effet de serre en agriculture. Et enfin, il y a des techniques qui ont déjà une bonne quinzaine d'années, qui ont été travaillées sur l'introduction, par exemple, des graines de lin, donc, qui sont plus riches en lipides et qui permettent à efficacité alimentaire égale de réduire les émissions de méthane entérique. C'est notamment la démarche Bleu-Blanquer que beaucoup d'entre vous connaissent et qui avait été, on en reparlera tout à l'heure, jusqu'à construire une méthode de certification des équivalents d'émissions de CO2 pour l'utilisation des graines de lin. Sur la partie N2O, on revient sur le cycle de l'azote. On estime les pertes au champ en N2O à équivalent de 1% de l'azote apporté. Alors, ça se traduit à différents niveaux. Vous avez des pertes qui sont indirectes au niveau de la volatilisation de l'azote. Donc là, c'est vraiment au niveau de l'épandage. Vous avez des pertes là aussi indirectes qui sont en lien avec les processus de lixiviation, donc qui peuvent repartir là aussi dans l'atmosphère. Et enfin, les émissions directes qui se font au moment de l'absorption et dans la phase de dénitrification de l'azote, donc de transformation de l'ammonium vers les formes nitrates et nitrites. C'est là où se joue le gros des émissions. Et donc, on verra que pour les leviers d'action que vous avez en émissions directes, c'est l'optimisation des doses d'azote, notamment avec le pilotage des OAD. C'est la capacité à baisser les doses en introduisant des légumineuses et des couverts. Et les leviers d'action sur les émissions indirectes, c'est jouer sur les formes d'azote. C'est assez connu des agriculteurs que les formes uréiques ou solutions azotées ont plus d'impact en volatilisation que, par exemple, la forme ammonitrate. Et on peut utiliser aussi certains produits comme les inhibiteurs de nitrification qui permettent d'éviter une partie de ces émissions indirectes. Si on prend un hectare de blé en fertilisation moyenne, 200 kg d'azote minéral, ça représente 2,4 tonnes d'équivalent CO2 associé. Vous vous rappelez, une vache, 2,9 tonnes, 1 kg de blé à 200 unités d'azote, 2,4 tonnes d'équivalent CO2. Sur le stockage de carbone, je ne vais pas redétailler le stockage du carbone sur les matières organiques. L'outil qu'on utilise là-dessus pour voir la capacité de stockage de carbone des sols, il est connu, c'est le bilan humique, notamment travaillé avec Agrotransfert sur un outil qui s'appelle Simeos AMG. Un hectare de culture, avec la photosynthèse, capte entre 15 et 30 tonnes équivalent CO2, donc c'est un levier très important. Si on prend l'exemple d'un blé à 85 quintaux-hectares, on va traduire en équivalent carbone 3,8 tonnes dans les grains, 3,4 tonnes en paille et 1,7 tonnes dans les racines. Si on considère la moitié de la paille
et l'ensemble des racines qui sont restituées, avec un taux d'humification, on peut avoir un retour au sol de 750 kg de carbone humifié en apport pour le bilan humique. Donc on ne stocke pas directement 750 kg de carbone, puisque le sol ayant une activité de minéralisation, il va avoir naturellement une activité de déstockage qui va être liée à différents facteurs, notamment son taux de matière organique, ses processus microbiens, etc. Donc, il est important d'avoir en tête que pour compenser le déstockage naturel des sols agricoles, il faut rapporter suffisamment de biomasse au sol. Et c'est pour ça que la corrélation au niveau du stockage de carbone, elle est très liée au rendement des cultures, puisque c'est elles qui vont avoir une capacité à ramener plus ou moins de résidus de culture et plus ou moins de biomasse racinaire au sol. Donc là, vous avez un petit schéma sur la droite qui vous redonne pour un sol en limon teneur moyenne, la capacité à stocker en équivalent CO2 en fonction du rendement. Vous voyez qu'on a un seuil en moyenne à 85 quintaux-hectares pour arriver à un stockage carbone équivalent CO2 qui soit maintenu à zéro. Je redétaille cet aspect-là avec les fournitures de carbone humifiées par les résidus de culture pour un sol limono-argileux à 2% de matière organique. Ce sol va, par minéralisation, déstocker en moyenne 0,9 tonnes de carbone organique par hectare et par an. Et vous voyez qu'en fonction des résidus de carbone qui sont apportés par les cultures, on va être en capacité de donner une dynamique de stockage de carbone ou d'être en déstockage. Ce qu'on verra tout à l'heure dans des exemples de bilan carbone, c'est que le colza, par sa forte durée de couverture et une grosse biomasse racinaire, vous fait facilement du stockage de carbone positif. Quand vous êtes sur des céréales, en fonction de votre rendement, vous allez être plus ou moins à l'équilibre. Et puis des cultures industrielles comme les betteraves ou du lin, par exemple, vont avoir une beaucoup plus faible capacité à restituer des résidus organiques et donc vont avoir plutôt une tendance à être sur du déstockage de carbone qu'il faudra chercher à compenser à côté. Petit résumé des leviers gaz à effet de serre en grande culture. Donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les combustibles fossiles, euh, marge de manœuvre sur l'utilisation du parc matériel, de la régulation sur les moteurs thermiques en irrigation, des activités de séchage, de stockage ou de refroidissement. Émissions de gaz à effet de serre liées à la fertilisation. On a parlé de la dose d'azote minérale, des légumineuses, de la capacité à réguler aussi le pH des sols, puisque des sols acides vont avoir tendance à être plus émetteurs, notamment en protoxyde d'azote. Donc la question du drainage, de l'hydromorphie, du stockage, enfin des capacités de tassement des sols ont aussi un impact sur les émissions de protoxyde d'azote, nos fameux inhibiteurs de nitrification et l'évolution des formes d'azote. Et enfin, sur le stockage de carbone dans les sols, on vient d'en parler, c'est très lié à la quantité de biomasse qu'on restitue par les résidus de culture et les couverts végétaux. C'est aussi lié à l'intégration des matières organiques résiduaires, tout ce qui est effluent en élevage, compost, etc. Les systèmes en polyculture élevage, c'est assez connu sur le bilan unique, ont une capacité à maintenir plus facilement le stockage de carbone que les systèmes en grande culture qui doivent chercher des apports extérieurs ou jouer sur les résidus de culture et les couverts. Enfin, l'introduction de prairies temporaires, mais n'est pas précisé également aussi le levier agroforesterie et gestion des haies. Alors concrètement, ça fait combien? Là, je vous ai repris sur la base d'une étude INRAE qui a servi de référence il y a quelques années, euh, des ordres de grandeur sur ces différents leviers. Donc, optimiser une dose d'engrais, c'est 12 kg équivalent CO2 par kilo d'azote évité. Donc, c'est un levier qui va assez vite. Maintenant, il faut faire très attention sur la réduction des doses d'azote et l'impact sur le rendement, puisque du coup, vous allez faire une rétro-boucle sur le stockage de carbone par les résidus de culture. Économiser le carburant, éco-conduite sur un tracteur en moyenne 20% d'économie. Donc pour un tracteur à puissance actuelle, ça peut aller jusqu'à 3 tonnes équivalent CO2 par tracteur et par an. Donc c'est non négligeable. Implanter 1 hectare de légumineuses en remplacement d'une culture de céréales, par exemple fertilisée, c'est 1 tonne équivalent CO2 par hectare substitué. Un couvert diversifié, entre 0,5 et
1,2 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Tout dépend évidemment du couvert, de ses espèces et de sa capacité productive. Méthaniser les effluents. Si vous méthanisez les effluents de lisier, par exemple, d'une vache laitière, par vache laitière, c'est équivalent d'1,5 tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est très significatif. Implanter de l'agroforesterie, par exemple, en intraparcellaire, 30-50 arbres à l'hectare, c'est aussi très significatif puisque c'est 3,8 tonnes d'équivalent CO2 par hectare implanté. Et enfin, passer du labour au semi-direct. Il y a deux leviers principaux. Vous réduisez la consommation de carburant et c'est toujours un petit peu sujet à question suivant les études, mais il y a quand même une capacité à stocker du carbone. C'est l'équivalent de 0,6 tonnes équivalent CO2 par hectare, ce qui avait été revenu dans l'étude INRAE. On pourra en revenir sur les questions sur cet aspect-là, si vous le souhaitez. Donc voilà les ordres de grandeur à avoir en tête par rapport à notre fameux bilan dont on va parler. Alors, j'aimerais rentrer dans le détail. Donc, on a fait sur la ferme Pilote Carré différentes méthodes de bilan gaz à effet de serre. Là, je vous propose la restitution de la méthode qu'on a faite avec Agrotransfert, avec leur outil qui s'appelle CGS. Donc, sur la ferme, comme vous l'a dit Maud tout à l'heure, nous, on est à un petit peu moins de 200 hectares de SAU. Vous avez ici la répartition de nos cultures, donc la moitié en blé d'hiver, 12% pour les betteraves, donc une vingtaine d'hectares. Un petit peu moins de 20 hectares de pommes de terre de consommation, orge d'hiver et de printemps, un tout petit peu de maïs grain, une quinzaine d'hectares de lin fibre, colza, un petit peu de colza associé, et une douzaine d'hectares de chicorée pour la production de racines d'endives. Quand vous faites un bilan carbone, notamment pour la dynamique de stockage de carbone, il vous faut retravailler par type de sol et système de culture. Sur la ferme, on a considéré qu'on avait un type de sol, donc c'est-à-dire des limons moyens. Et par contre, on a travaillé à 3 systèmes de culture, donc 3 rotations différentes, en fonction notamment de la part des cultures industrielles. Donc une rotation avec pommes de terre, betterave, chicorée et lin, qui est la plus intensive. Une rotation avec betterave et colza. Et une rotation avec pommes de terre et maïs grain. Chez nous, les pailles de blé sont exportées pour un échange paille-fumier. On restitue toutes nos pailles d'orge et de colza. On est sur une fertilisation moyenne en céréales autour de 210-220 kg d'azote. On met des cultures intermédiaires autour de, on a estimé à 1,5-2 tonnes de matière sèche pour les cultures de printemps. Et comme je vous le disais, on apporte des produits résiduaires organiques dans chaque système de culture une année sur 4. Donc ça peut être soit des fumier équin ou fumier de bovin, et du fertitras, c'est-à-dire un compost de fumier de volaille. On a travaillé 3 scénarios. Un scénario, on va dire, assez classique, qui s'appelle paille couvert, qui est plutôt sur l'introduction des couverts que vous retrouverez après, qui est de tabler principalement sur une augmentation de biomasse pour les cultures intermédiaires, c'est-à-dire allonger un peu la durée de couverture, mettre du multi-espèces et améliorer un petit peu la qualité d'implantation pour qu'on gagne en moyenne 1 tonne de matière sèche sur l'ensemble de ces couverts. On a baissé aussi un peu la fertilisation sur le blé d'une trentaine d'unités. Et par contre, on a fait 2 variantes pour voir l'impact avec une baisse, enfin sans baisse de rendement, tablant qu'on y arriverait, et un impact avec une baisse de rendement de 5 quintaux hectares. On a prévu aussi l'intégration de l'irrigation qui est arrivée sur la ferme pour les cultures industrielles. Premier scénario, le plus accessible. Deuxième scénario, beaucoup plus poussé, plus prospectif, en jouant à fond la carte fertilisation minérale. Donc là, on a baissé sur les cultures qui le méritaient la fertilisation minérale. En moyenne, on fait moins 55 kg d'azote à l'hectare, toutes cultures confondues. Donc c'est très significatif, avec les baisses de rendement associées. On prévoit l'intégration de Dilesta et le renforcement du fumier pour compenser cette baisse de fertilisation minérale. On intègre 10% de légumineuses dans notre SAU, 9%, pardon, et on passe tout notre colza en colza associé plante compagne. Deuxième scénario prospectif, là on joue à fond la carte de la restitution et du levier carbone. Toutes nos pailles sont restituées. Pour autant, on va continuer à avoir des apports de produits résiduaires organiques et on table notamment sur des composts de déchets verts, donc à faible ratio C sur N pour pousser la dynamique stockage de carbone.
On introduit des cultures intermédiaires courtes dès qu'on le peut et on augmente fortement la biomasse teneur couvert d'interculture longue. Alors, petit état des lieux sur les émissions par culture et l'importance de la fertilisation azotée. Ici, vous avez les émissions brutes, donc principalement carburant et émissions dues à la fertilisation pour chaque culture. Vous voyez que la fertilisation azotée représente une part très significative. Et donc, suivant les cultures, c'est principalement la fertilisation azotée qui va faire leur niveau d'émission, avec des cultures comme le blé, les betteraves ou la pomme de terre qui sont plus gourmandes en azote, qui sont les plus impactantes, et des cultures comme, pardon, la chicorée et le lin, beaucoup moins exigeantes, qui sont les moins impactantes. Je fais attention à l'heure parce que je me rends compte qu'on va risque un peu dépasser. Dynamique de stockage de carbone suivant nos rotations. Vous avez 2 rotations qui sont presque à l'équilibre en fonction des scénarios, et une rotation qui est naturellement dans une dynamique de stockage du carbone. C'est notamment celle qui est avec le colza. Je reviens sur ce que je vous avais parlé tout à l'heure. Le colza a un impact significatif dans la rotation sur le stockage de carbone. Et c'est pour ça que celle-ci se retrouve avec une dynamique de stockage de carbone plus importante. Les autres scénarios, vous voyez qu'il ne faut pas grande différence sur les leviers qu'on a apportés sur les couverts, sur les dynamiques de stockage de carbone. Par contre, et c'était le but, le scénario maxi restitution de carbone, qui est la courbe en pointillé vert, a une importance très forte, quels que soient les systèmes de culture. Au final, quand on fait le point entre les réductions d'émissions qu'on peut avoir sur la fertilisation et le gain d'émissions qu'on peut avoir sur le stockage, on remarque que pour le scénario baisse forte de fertilisation minérale, on fait une baisse des émissions directes sur la fertilisation, ça fonctionne. Par contre, on a moins de stockage de carbone par rapport à la référence, principalement parce que l'intégration des légumineuses nous fait baisser la dynamique de stockage de carbone associée. Et qu'on a baissé les rendements en blé, qui étaient plus stockeurs que les légumineuses. Sur le scénario, on a poussé le stockage de carbone à fond. On a vraiment une augmentation du stockage de carbone, que vous retrouvez ici, que je viens de vous détailler. Par contre, le revers de la médaille, c'est comme on a intégré des composts qui ont des facteurs d'émission dans les méthodes actuelles encore assez importants, on a augmenté fortement les émissions liées à la fertilisation, principalement par rapport au compost de déchets verts. Le facteur d'émission associé, c'est 600 kg d'équivalent CO2 pour 1 tonne de compost associé, donc ça vous fait littéralement exploser le bilan. Et pour nos scénarios plus accessibles, le fameux scénario paille couvert, on a un peu de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la fertilisation, ce qu'on a fait, et un peu de stockage de carbone pour les couverts. Vous voyez qu'en jouant quand même sur le rendement du blé, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même un impact qui est non négligeable sur la capacité de stockage du carbone. Mettons ça en chiffres parce que c'était pas très lisible. Le bilan sur la ferme, sur notre scénario de référence, c'est 3,5 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. On enlève 0,5 tonnes d'équivalent CO2 en stockage de carbone, ce qui arrive à un bilan net de 3 tonnes équivalent CO2 par hectare. Dans nos scénarios paille couvert, on arrive, corrigé ou pas du rendement, à 0,3, 0,4 tonnes d'équivalent CO2 par hectare en bilan net. Sur le scénario maxi restitution de carbone, finalement, on ne fait que 0,6 tonnes de carbone hectare. Je reviens sur la diapo d'avant. C'est dingue l'effet du compost, mais l'équivalent stockage de carbone très important qu'on avait, il se fait littéralement manger par les équivalents d'émissions du compost. Et puis pour le scénario réduction de fertilisation minérale, malgré le fait qu'on ait quand même beaucoup joué sur la réduction des émissions, on a perdu un peu en stockage de carbone et au final, on fait une réduction nette de 0,7 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an. Donc la conclusion qu'on a eue, c'est que c'est pas si simple de pouvoir agir, en tout cas nous, sur la ferme pilote, pour avoir des gains très importants, comme on avait pu l'entendre, sur l'évolution du bilan carbone. Et donc ça, on le reverra après, d'où l'importance de faire un bilan sur sa ferme pour se rendre compte de l'impact des leviers à son échelle. Alors, je prends un petit peu de recul, on a la chance de travailler avec des partenaires qui ont fait 2 études de cas à plus grande échelle.
Donc, il y a l'association Earthworm qui travaille avec nous, notamment sur le programme Sol Vivant, qui a fait plutôt en région centre et est, 46 diagnostics en atelier de grande culture. Ils arrivent à un bilan brut qui va être très proche de ce qu'on a sur notre ferme, donc 3,6 tonnes. Ils ont un stockage de carbone un petit peu plus important, de 0,8 tonnes, donc ce qui arrive à un bilan net de 2,8 tonnes d'équivalent CO2. Ils ont sur leur échantillon un panel un petit peu plus important en stockage de carbone et une dynamique de stockage de carbone positive sur les exploitations qu'ils ont retenues. La consommation d'énergie représente 8%, les émissions sur les effluents organiques représentent quand même 20%, et 70% est lié aux émissions à l'azote. Deuxième cas d'étude, c'est le projet Carbon Sync, donc, qui a été mené dans le Grand Est par un consortium d'acteurs et notamment l'établissement coordonné par TerraSolis. Et donc là, je reprends, là aussi, il y a 46 exploitations cette fois en système grande culture et industriel. Vous retrouvez un bilan brut autour de 3 tonnes 3 équivalent CO2 par hectare. Cette fois, un petit peu moins de stockage de carbone, 0,2 tonnes, donc bilan net 3,5. Pardon, excusez-moi. Donc on est bien sur un bilan brut à 3,3. Là, on est sur une légère dynamique de déstockage de carbone, ce qui fait que le bilan net est plus important que le bilan brut. Donc là, c'est quand même, par rapport à l'échantillon et à leur système de culture, différent de ce que je viens de vous présenter avant. C'est les premières études qui nous donnent des ordres de grandeur sur les méthodes actuelles, sur les bilans en grande culture. Alors, rentrons cette fois dans le sujet des crédits carbone. L'image vous montre, et je pense que vous n'êtes pas, en venant à ce webinaire, voilà, vous avez entendu beaucoup d'articles, beaucoup d'acteurs qui sont sur le sujet. On va essayer de décrypter ça en un temps assez réduit. Deux marchés distincts, le marché volontaire et le marché obligataire. Le marché obligataire, c'est celui qui est lié en Europe au système des quotas CO2 qui est imposé sur 11 000 sites industriels. Ils ont une amende s'ils dépassent certains quotas de CO2, et donc ils ont la capacité, s'ils le souhaitent, entre ces entreprises, d'échanger des quotas de CO2 entre les entreprises qui ont fait des meilleurs résultats et celles qui ont besoin de compenser les émissions. Récemment, là, depuis notamment la sortie du Covid, l'inflation très forte sur les matières énergétiques, le prix du carbone a fortement augmenté et a dépassé 50 € la tonne équivalent CO2, voire plus dans certains secteurs. Ce marché est fermé. En face, vous avez un marché volontaire, c'est-à-dire pour les entreprises qui ne sont pas soumises à ce système de quotas d'émissions et qui peuvent, si elles le souhaitent, compenser une partie de leur bilan d'émissions par de l'achat de crédits carbone sur d'autres secteurs d'activité. Ces crédits carbone ne sont pas revendables entre eux et les deux marchés ne sont pas interconnectés. Alors la démarche de compensation volontaire pour une entreprise, c'est d'abord de faire un bilan carbone, de jouer sur son propre niveau d'émissions, de chercher à réduire ses émissions, c'est-à-dire à aider les acteurs qui sont proches d'eux, c'est le cas en secteur agroalimentaire, donc de réduire les émissions dans la chaîne de valeur, et ensuite de contribuer, notamment sur des projets de séquestration, parce que une partie de ces entreprises qui veulent aller demain vers de la neutralité carbone doivent aller chercher principalement dans les secteurs agricoles et forestiers de la séquestration du carbone. Et c'est ça qui fait que depuis quelques années, ça c'est quand même, les crédits carbone se sont beaucoup développés dans le secteur agricole. Alors, comment on fait pour arriver jusqu'à un crédit carbone? Un crédit, c'est une méthode qui doit être reconnue, c'est un outil qui vous permet de faire le bilan entre stockage et les émissions, et une certification, notamment par un organisme certificateur. On va revenir sur comment on fait sur l'outil de calcul entre émissions et stockage projet. Il y a différentes méthodes, internationales, nationales. Il y a des méthodes de carbone qui sont validées à différentes échelles. Ces méthodes s'appuient sur des modèles de calcul. Vous avez par exemple l'outil Cister d'Arvalise, vous avez le fameux modèle bilan humique sur l'évolution du stockage de carbone d'Agrotransfert, et derrière vous avez des outils, donc vraiment des calculettes qui peuvent intégrer ces modèles, qui ont été travaillés par différents acteurs assez connus que je ne vous représenterai pas aujourd'hui. Alors sur les certifications, il y a 3 niveaux. Vous avez directement la certification internationale au niveau du protocole de Kyoto. Je reviens sur ce que je vous avais dit tout à l'heure.
l'entreprise Bleu Blanc Cœur avait été jusqu'à déposer une méthode reconnue à l'échelle internationale, donc par l'ONU, pour quantifier l'impact de l'introduction des graines de lin dans l'alimentation animale. La difficulté de ce schéma-là, c'est que c'est extrêmement long. C'est un investissement, c'est plusieurs années pour arriver à aller jusqu'à reconnaître une méthode au niveau international. Donc l'autre schéma, c'est de travailler sur des labels qui soient internationaux ou domestiques et qui s'appuient sur des méthodes qui sont génériques. Ici, vous allez déposer des méthodes spécifiques. Ici, ça va être des méthodes qui pourront servir à d'autres acteurs. Et enfin, il y a certains acteurs, notamment l'entreprise Sol Capital, qui ne sont pas positionnés sur le système des crédits carbone, mais qui vont chercher, avec une méthodologie rigoureuse, à certifier des équivalences d'efforts carbone. Et l'exemple de l'entreprise Sol Capital, c'est qu'elle travaille avec une norme qui est reconnue sur la norme ISO, la norme ISO 14064. Donc différence sur les certifications. Si on fait un focus sur ce qui a bougé en France, c'est l'arrivée depuis 3-4 ans du label bas carbone. L'État faisant le constat que les méthodes de carbone internationales ou directement la certification à l'ONU étaient quand même très complexes à mettre en œuvre, notamment sur les secteurs agricoles et forestiers pour des émissions diffuses, et donc a mis en place un référentiel national reconnu par ces services qui permettent notamment au secteur agricole et forestier euh, d'un certain nombre de règles pour aller donner de la confiance et de la facilité sur la question des crédits carbone. Elle a proposé à un certain nombre d'acteurs des méthodes sectorielles. Donc pour la forêt, par exemple, vous avez 3 méthodes qui sont plutôt sur le reboisement ou sur l'entretien. Et en agriculture, on a déjà 6 méthodes, on va les détailler par ailleurs. Ensuite, l'État labellise un projet local. Soit ça peut être, par exemple, un massif forestier, ou ça peut être un groupe d'agriculteurs accompagné par sa coopérative ou son négoce, qui cumule un certain nombre de pratiques ensemble. Tout ça permet de calculer un certain nombre de réductions d'émissions. Ces réductions d'émissions sont remontées jusqu'à l'État, qui s'appuie sur un auditeur indépendant pour dire je labellise ce volume de carbone associé aux méthodes que j'ai mises en place. Donc c'est voilà, c'est assez costaud. Toutes les méthodes sont disponibles et accessibles en ligne. Ça, c'était pour le label bas carbone. Quelles que soient les méthodes, puisqu'on a parlé de labels internationaux, il faut suivre un référentiel. Il faut définir une certaine additionnalité sur l'effet climat, sur les co-bénéfices associés et sur on en reparlera tout à l'heure, sur le rôle que jouent les crédits carbone sur le levier économique par rapport à l'agriculteur. C'est forcément vérifié par un auditeur indépendant et c'est de vérifier la permanence des émissions de CO2, notamment sur le stockage de carbone, qu'il y a une dynamique qui se prolonge un peu plus longtemps que la durée du projet. C'est pour ça que sur un certain nombre de projets carbone où vous activez le levier séquestration du carbone, généralement, on vous garde une partie des crédits carbone en fin de projet pour assurer une certaine assurance par rapport au prévisionnel que vous avez engagé dans votre projet. Alors, qui sont les acteurs d'un projet bas carbone? Il y a bien sûr les acteurs de départ, que sont les agriculteurs ou les propriétaires forestiers. Il y a les partenaires du projet qui vont donner une dynamique collective, faire le diagnostic et engager les agriculteurs. Là, j'ai pris un exemple, par exemple, avec une coopérative en élevage, comme la Prospérité fermière. Il y a le développeur de projet, c'est-à-dire celui qui va déposer auprès du ministère de l'Agriculture l'ensemble des réductions d'émissions et qui va piloter l'ensemble du projet, notamment avec un auditeur qui va contrôler à intervalles réguliers les agriculteurs. Et il peut y avoir possiblement un mandataire, c'est-à-dire un vendeur qui va aller, dont le rôle principal va être de chercher à valoriser au mieux les tonnes de crédit carbone générées et validées auprès de l'administration, auprès de différents acheteurs. Des fois, le développeur peut jouer le rôle de mandataire, des fois, il s'appuie sur un partenaire externe. Là, l'exemple, c'était l'association France Carbone Green qui s'appuie, par exemple, sur l'entreprise Terre à Terre pour aller négocier ses crédits. Je vais accélérer un petit peu. Donc, les étapes, je calcule mes réductions d'émissions, je fais des projets, je vais engager un suivi sur les différentes années du projet et à la fin du projet,
il y aura des vérifications pour dire que les émissions qui ont été projetées par rapport aux émissions réalisées, vérifier le delta, est-ce qu'il y en a plus ou moins, et ajuster les montants de crédit qui seront versés. Alors, bien sûr, la rémunération. La compensation carbone en général, quand on regarde à l'échelle internationale, par rapport aux entreprises là-dessus, il y a un observatoire qui est mis en place par la plateforme Info Compensation Carbone, qui vous donne un montant moyen du crédit carbone sur les marchés volontaires de 4,50 € par tonne d'équivalent CO2. Le montant est très variable, on peut aller de 1 € jusqu'à 70 voire 100 € pour la tonne d'équivalent carbone. Pourquoi cette différence? Ça joue beaucoup sur différents critères, la qualité des projets, le local, l'histoire qu'on raconte à côté, l'éco-bénéfice, la capacité à engager plus ou moins de dynamique locale sur ces projets. Pour le secteur agricole, on est actuellement autour de 30 à 35 € tonne, et je vous ai mis la décomposition actuelle pour le porteur de projet, donc celui qui va gérer la responsabilité d'aller labelliser ces tonnes auprès de l'administration, c'est entre 5 à 10 € tonne sur le coût associé. Et pour le mandataire qui peut aller valoriser le crédit carbone auprès des acheteurs, c'est entre 4 à 15 € tonne. Ce qui fait, pour les crédits carbone qui sont achetés par d'autres entreprises en bout de chaîne, des prix entre 40 et 60 € la tonne. Alors, il faut garder en tête que les pratiques carbone ont un coût. Donc là, il y a un exemple, c'est-à-dire je vais faire un levier sur les couverts, prendre des couverts multi-espèces, améliorer ma qualité de semis, ça va me coûter de l'argent. Là, dans ce cas type qui a été mis en place par CarbonSeek, on est par exemple sur 124 € l'hectare pour 15 hectares sur des nouveaux couverts qui vont être mis, et puis sur l'amélioration des couverts existants, 15 € l'hectare pour prendre des couverts un peu plus chers sur une centaine d'hectares. Et par contre, des gains possibles sur la réduction de fertilisation azotée. Là, c'était avec l'apport des légumineuses et le pilotage d'outils, un gain de 13 € l'hectare. En moyenne, sur cette exploitation, le coût des pratiques carbone qui sont projetées, c'est un peu plus de 9 000 €, soit 27 € la tonne par crédit généré. Donc là, dans cette situation, si on a un crédit carbone à 30 €, le coût des actions en face, c'est 27 € tonne, donc la marge nette du projet pour l'agriculteur, c'est 3 € tonne, indépendamment des coûts de mise en œuvre. Et il y a des coûts de mise en œuvre pour ce projet-là, puisque le diagnostic, c'est du temps à passer pour un conseiller, il y a du temps de suivi, il y a souvent le coût d'un logiciel, il peut y avoir des analyses de sol associées, il peut y avoir des actions transverses. Donc là encore, dans le projet CarbonSeek, ils ont estimé que sur 5 ans, en moyenne, pour un agriculteur, le coût administratif était de 4 000 €. Et puis après, suivant les coûts d'intermédiaire que vous pouvez avoir, on peut rajouter plus ou moins 1 000 €. Donc, c'est bien important de voir la rentabilité des crédits carbone en agriculture. Là aussi, sur le fameux échantillon d'une centaine d'exploitations qui a été faite dans le Grand Est, ils ont calculé qu'en moyenne, les exploitations de grande culture arrivaient à faire un petit peu moins de 0,7 tonnes de carbone à l'hectare, et que ce coût des pratiques carbone, hors coût d'accompagnement, donc hors coût des 5 000 €, était de 50 € par hectare, ou 0,7 tonnes de carbone hectare, 87 € pour le crédit carbone. Donc, sur leur étude, en moyenne, le crédit carbone ne compense pas le coût des pratiques carbone à mettre en œuvre. Mais attention, cette variabilité est très importante en fonction des pratiques et du potentiel de chaque ferme. Donc, grosso modo, il y avait dans leur échantillon 25% des fermes pour qui le crédit carbone était rentable par rapport aux pratiques qu'ils mettaient en œuvre. 75% n'étaient pas rentables. Alors, au-delà du crédit carbone, il y a d'autres pistes de rémunération. Donc, on a parlé de ces achats volontaires. On peut envisager demain pour des entreprises, notamment sur les vols domestiques en France, qui vont devoir avoir une obligation de compenser, que ça va faire un appel d'air. Il y a aussi d'autres financements qui existent dans les chaînes de valeur avec des primes filières, je vous en parle juste après. On connaît aussi depuis quelques années les primes qu'on peut avoir via les biocarburants
sur le colza, qu'on appelle les primes colza bas GES. Et puis, vous avez aussi des financements publics qui existent au niveau de l'État et au niveau de l'Europe, qui peuvent avoir un lien sur la réduction des gaz à effet de serre. Depuis quelques années, vous avez des MAEC, donc des mesures agro-environnementales, qui sont pilotées par l'État et les régions pour la réduction des gaz à effet de serre, notamment la mise en place du SMIC direct. Il me reste 5 minutes, je savais que j'allais déborder. Alors, un tout petit mot pour terminer, pour vous dire qu'à l'exemple du programme filière, nous, on a engagé depuis 2 ans, voilà, avec l'entreprise Earthworm, on s'est mis dans le programme Sol Vivant, qui travaille sur l'accompagnement de l'agriculture régénérative avec trois éléments. Un accompagnement technique sur la montée en compétences des agriculteurs et des équipes techniques, un référentiel technique commun sur l'agriculture régénérative qui va au-delà de la simple mesure du carbone. On travaille sur des indicateurs un peu plus ciblés sur les couverts, sur le stockage de matières organiques, sur la diversité de cultures. Et ce référentiel est commun à différentes filières et une valorisation économique qui se traduit plutôt par une prime filière. Donc nous, on travaille avec l'entreprise Nestlé et on propose à un certain nombre d'agriculteurs des primes associées à la livraison du blé chez nous. Vous voyez sur ce petit schéma que le programme Sol Vivant, qui se déploie fortement en Hauts-de-France, se fait avec différents acteurs, donc notamment sur les céréales avec Nestlé et Purina. Il y a aussi un travail sur la pomme de terre qui a démarré avec les entreprises McCain et Lidl, et également avec l'entreprise Saint-Louis-sur-le-Sucre et des développements qui se font actuellement sur l'entreprise Bonduelle sur les légumes. Donc là, le schéma est différent. La prime, elle est associée à un produit. Et le référentiel permet d'aller chercher des rémunérations sur différentes filières. Alors, que retenir avant que je prenne un petit coup d'eau pour répondre à vos questions? Depuis 2015, l'agriculture a repris une place centrale dans le défi climatique. Moi, quand j'ai démarré il y a une dizaine d'années sur ce sujet, le secteur agricole était quand même un peu éloigné de tout ce sujet-là. Et l'initiative 4 pour 1000, c'est-à-dire la démonstration que le secteur agricole est capable d'être un levier très fort pour le stockage du carbone, a vraiment changé la donne, notamment pour la compensation carbone. La réduction des gaz à effet de serre en agriculture, c'est une équation complexe. C'est pas simple, vous avez des rétroboucles là-dessus, et elle est d'autant plus complexe qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qu'il va falloir forcément intégrer la contrainte adaptation au changement climatique. Le levier couvert pour la réduction des gaz à effet de serre, c'est un très bon levier, mais si on a des difficultés à intégrer les couverts face aux contraintes, notamment de semis des couverts dans des années de plus en plus sèches, on va être en difficulté. Donc il faut absolument réfléchir atténuation des gaz à effet de serre et intégration du changement climatique. Maud vous en reparlera après. On vous a proposé un autre webinaire sur le sujet. On a la chance, et c'est un point très positif, d'avoir des demandes croissantes pour des crédits carbone issus de l'agriculture. C'est pour ça que depuis ces 3-4 ans, il y a un foisonnement des méthodes et des acteurs, et c'est un point très positif parce que c'est potentiellement une source de nouveaux revenus pour l'agriculteur qu'on n'avait pas jusqu'à présent. C'était très difficile, voire quasiment impossible, d'accéder à une rémunération des crédits carbone il y a de ça une dizaine d'années. Par contre, attention, un crédit vous engage à des résultats. Et il est excessivement important de vérifier en amont sa rentabilité. On en a parlé sur le coût des pratiques associées et les conditions associées. J'ai été un peu vite là-dessus, mais vous ne pouvez pas cumuler, ou en tout cas pas si facilement, différentes méthodes de crédit carbone. Il sera peut-être possible demain de faire, par exemple, une méthode sur les haies et une méthode sur les réductions en grande culture. Donc, vous pouvez faire 2 types de systèmes carbone, mais parce que les méthodes ne sont pas sur les mêmes leviers. Si vous êtes sur les mêmes leviers, c'est un projet, une réduction de carbone. Et enfin, il y a d'autres dispositifs qui peuvent appuyer les primes de transition carbone. On a parlé des primes filières, les MAEC, les autres PSE, donc les autres services pour paiement pour services environnementaux. Et ça, il y a encore beaucoup de questions pour savoir comment les intégrer et les combiner. Donc, quelques conseils pour la suite. 1, ne vous précipitez pas sur les crédits carbone. Vous êtes engagé sur 5 ans sur un seul projet face à des prix et des conditions qui sont en évolution. Donc, on passe du temps là-dessus et c'était l'objet de ce webinaire de vous aider à décrypter ça. On peut vous aider aussi en individuel pour vous donner quelques orientations là-dessus si vous avez des questions.
Si le sujet vous intéresse, commencez par un bilan, savoir d'où vous partez, quels sont les leviers spécifiques à votre situation et quels sont les coûts de leur mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a le système de bon diagnostic carbone, c'est-à-dire une aide au diagnostic carbone qui représentait jusqu'à 90% du coût du diagnostic, qui est prise en charge par l'ADEME. Le dispositif était éligible uniquement aux jeunes agriculteurs, il est maintenant ouvert à tous les agriculteurs. Donc, en gros, le diagnostic, ça vous coûte pas cher, et par contre, ça vous apporte une réflexion assez intéressante. Troisième point, intégrer le volet carbone dans un projet plus large, plus global. Travailler sur les couverts, travailler sur la fertilisation, vous ne le faites pas que pour le carbone, et il faut remettre de l'agronomie dans cette démarche, il faut remettre de l'économie aussi, mais ayez en tête que le bilan gaz à effet de serre, ce n'est qu'un outil comptable, et il ne faut pas jouer la stratégie économique de votre entreprise uniquement par la comptabilité. C'est la comptabilité qui doit s'adapter à l'économie. Dernier point, le crédit carbone, c'est un outil pour financer la transition, mais pas le seul. Donc la démarche demain, c'est de voir comment il est possible de combiner ce levier avec d'autres filières. Mais à notre niveau, on est assez précautionneux. À titre d'exemple, les agriculteurs qu'on engage dans dans nos programmes agriculture régénérative ne peuvent pas avoir déjà engagé un programme de crédit carbone. On verra si par la suite ils sont accessibles, mais en tout cas, on ne peut pas engager ceux qui sont déjà dans un programme de crédit carbone. Et enfin, pour aller plus loin donc, sur ces sujets agriculture régénérative, on est en train de travailler sur un livre blanc dont vous aurez prochainement accès sur cette décryptage aussi de qu'est-ce qu'il y a derrière l'agriculture régénérative et le lien avec les crédits carbone associés. Je repasse la parole à Maude en coupant mon micro. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Avant de passer à quelques questions-réponses, vous dire que cet épisode de notre web série sera en replay sur YouTube, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a d'autres formations et d'autres webinaires à vous proposer. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet qui s'affiche ici. Donc, groupe-carré.fr formation Servicar. Vous avez notre catalogue de formation qui regroupe tous les prochains événements. Donc, le prochain sur la liste, c'est un webinaire, donc même format qu'aujourd'hui, sur l'agrivoltaïsme. Donc, c'est comment mettre des panneaux solaires dans ses champs et pouvoir toujours cultiver en dessous. On va avoir une formation le 6 février à Amiens sur tout ce qui va être fertilité des sols, matière organique et optimisation des engrais. Un autre webinaire dont Philippe vous parlait sur l'impact du changement climatique dans nos régions. Donc ça, c'est le 8 février. Une formation pour ceux qui débutent en irrigation le vendredi 10 février. Un webinaire sur les machines de traitement de l'eau le 15 février. Et pour finir, on fait une seconde édition de Pulvé by Night, donc le jeudi de mars. L'objectif, c'est de venir à 18 h. On vous fait d'abord un petit point en salle sur tout ce qui est optimisation de la pulvérisation, notamment par les adjuvants. Et après, l'objectif, c'est d'aller dans les champs quand il fait noir, de tester différents adjuvants, différentes buses avec un colorant fluo pour voir après vraiment en direct dans le champ ce que ça donne sur les plantes. Et aussi, on vous propose de renouveler votre certificato, donc tous les premiers vendredis du mois. Donc, si votre certificato arrive à échéance, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi suivre toutes nos actualités via nos newsletters. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi sur notre site internet groupe-carré.fr. Tout en bas, sur chacune des pages, il y a un bandeau noir dans lequel vous pouvez retrouver l'inscription à la newsletter. Sur notre site, à chaque fois, on a les 3 dernières qui sont disponibles. Donc là, vous pouvez aller lire celles de octobre, novembre et décembre. Et pour finir, vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Et on a mis en place des groupes WhatsApp pour avoir des infos en temps réel, aussi bien sur tout ce qui va être actualité de la plaine. Donc là, c'est David Boucher qui gère principalement les infos et moi qui vous mets des petites infos aussi sur les événements. Et aussi pour suivre le marché des céréales avec Jean Deray. Et donc, dans tous les cas, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS et je vous inscrirai dans les groupes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour à tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est plus adapté pour les exploitations d'élevage ou de culture ou c'est indifféremment? Indifféremment. Les exploitations de polyculture élevage ont des méthodes associées. Ce qu'on a remarqué quand même sur les retours d'expérience, c'est que souvent les leviers en élevage ont plus facilement une rentabilité économique que les leviers en grande culture. L'optimisation de la réduction des gaz à effet de serre en élevage va
un peu plus souvent dans le sens d'une augmentation de rentabilité sur l'exploitant. Et puis les outils qui sont utilisés en élevage, notamment l'outil Cap2ER, ont un peu plus d'historique, notamment avec le lien avec les références et le conseil en élevage. Donc c'est plutôt rentré dans les mœurs que l'utilisation des outils en grande culture. S'il n'y a pas de questions, moi je voudrais solliciter je crois qu'ils sont là, c'est les collègues de Vasken que je salue, donc Franck et Bertie, pour peut-être nous faire un retour d'expérience de leur côté sur l'initiative qui a été engagée par Vasken avec l'entreprise Sol Capital, s'il y a déjà des premiers retours, ou comment ça fonctionne pour chez vous. Je pense que ça sera intéressant et complémentaire avec ce qui a pu être proposé. Bonjour à tous, c'est Franck là. Nous, on démarre à tout juste. Moi, j'ai du mal je peux pas vous répondre précisément. Alors, Bertie, par contre, je sais pas, elle a dû faire quelques des premiers diag ou une formation. Nous, on va démarrer en fait là au printemps en fait, hein, cet hiver quoi, plutôt les tout premiers diagnostics. Hein, voilà. Donc, je ne peux pas vous donner de retour exact. Et par contre, c'est uniquement culture. On ne va pas sur l'élevage. Par contre, je confirme ce que disait Philippe, hein, je pense qu'au départ, il faut d'abord faire un premier bilan pour voir de où on part. C'est la première étape et pouvoir évaluer les leviers à mettre en place parce que c'est pas mathématique, effectivement. Voilà. Bonjour. Du coup, nous, effectivement, on a fait le choix de travailler avec Sol Capital. Là, on commence juste cette année, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de chiffres à communiquer. On va commencer les diagnostics là sur janvier-février. La différence par rapport à ce que vous avez présenté, c'est que chez Sol Capital, il n'y a pas une obligation d'engagement sur 5 ans. Ça veut dire que le programme dure 5 ans, mais si un agriculteur, au bout de 2 ou 3 ans, il veut s'arrêter, il a le droit, quoi. Il n'est pas engagé. Et après, enfin voilà, là, on parlait de filière et tout ça. Nous, le but derrière, c'est aussi de pouvoir avoir une filière au niveau du blé et de pouvoir commercialiser des blés bas carbone pour compléter, de pouvoir vendre ces crédits carbone, mais aussi en plus de pouvoir profiter d'avoir un bonus sur ces prix derrière, quoi, au niveau filière. Si on fait un bilan pour Danone, par exemple, est-il valable pour d'autres productions sur la ferme? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas exactement le bilan que vous allez faire. Là, je pense que pour Danone, à mon avis, ça doit être le bilan. Est-ce que c'est le bilan Cap2ER, par exemple? Aujourd'hui, donc voilà, oui, c'est ce que j'avais en tête. Donc, l'outil Cap2ER, il vous fait un bilan principalement sur l'élevage. Il vous donne aussi des évaluations sur la partie grande culture. Pour l'instant, sur la partie culture, il n'est pas aussi poussé que les autres diagnostics, notamment sur le volet stockage de carbone. Donc, ça vous donne une indication, mais ce n'est pas suffisamment précis pour aller sur un projet complet en grande culture. Par contre, on sait en discutant avec l'Institut de l'élevage qui vont arriver demain avec le même outil à pouvoir faire un seul bilan pour l'élevage et les grandes cultures avec la nouvelle version de Cap2ER. Aujourd'hui, à l'instant T, Cap2ER, c'est bilan complet pour les productions animales et estimation pour les grandes cultures. Donc, si vous voulez compléter sur la partie culture, il faudrait faire une autre méthode. Mais demain, avec Cap2ER, on pourra faire tout dans un seul et même outil. Quelqu'un qui nous dit: j'ai entendu que Clarebout avait entamé la démarche chez certains producteurs pour le groupe Kellogg's. En tout cas, à notre niveau, nous, on n'a pas eu cette information-là. Par contre, je vous confirme qu'on a des échanges avec plusieurs acteurs, des acteurs de l'aval comme des acteurs de l'amont, où il y a vraiment un questionnement de l'ensemble des acteurs de la chaîne agricole sur la dynamique sur les crédits carbone, sur comment s'inscrire par rapport à ses propres actions. Et c'est pour ça que nous aussi, depuis 1 an et demi, on se questionne là-dessus. On a engagé un programme avec Nestlé, on réfléchit à la manière d'avancer sur le sujet des crédits carbone. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a 2 axes quand même importants. C'est s'assurer d'accroître un peu la rentabilité du dispositif parce qu'on commence à voir qu'en grande culture, en tout cas sur une partie des méthodes, c'est pas très rentable, pas encore assez rentable, on va dire.
et deux, de savoir simplifier le dispositif, puisque pour arriver jusqu'à des crédits carbone, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de données pour arriver à des montants qui, pour l'agriculteur, seraient jugés encore pas suffisamment attractifs. Très bien. Bon, si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous avez d'autres questions plus précises. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de notre série sur les webinaires. Merci à tous pour votre participation et bon appétit et à bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci.